Bonjour et bienvenue dans cette 13e partie du cours de statistique. Ici, je vais commencer quelque chose d'important. Les tests d'hypothèse sont vraiment le socle de la statistique inférentielle. Je vais voir le principe général ici et puis je l'appliquerai de manière précise dans la capsule suivante. Donc des tests d'hypothèse, en fait, on en a déjà fait. Mais ce qui va nous intéresser dans le futur, ce sont des comparaisons de moyennes. Je vous donne un exemple tout de suite. J'ai ici pris 2 échantillons indépendants. Attention, c'est important. Vous avez un premier échantillon qui est constitué de 30 porcs et un deuxième échantillon qui est constitué de 30 autres porcs. C'est pour ça qu'ils sont indépendants. Donc attention déjà à bien fixer les idées au départ. Un total de 60 porcs, 30 porcs pour le premier échantillon, 30 porcs pour le deuxième échantillon. Pourquoi avoir fait 2 échantillons? Eh bien, ici, je vais tester une variable et une seule variable, à savoir le gain de poids, sur les 2 échantillons. Le premier échantillon, les porcs vont recevoir un complément alimentaire. Une industrie pharmaceutique, par exemple, m'a demandé de tester ce complément qui est supposé faire prendre davantage de poids que par l'engraissement traditionnel. Eh bien, on va tester. Donc, comme on ne peut pas tester sur tous les porcs dans notre pays, on sélectionne 30 porcs dans le premier échantillon et ces 30 porcs-là vont recevoir le complément alimentaire. Et puis, il y aura ce qu'on appelle le groupe témoin, c'est-à-dire 30 autres porcs qui, eux, vont être engraissés de manière traditionnelle, c'est-à-dire sans le complément alimentaire. Première question, est-on obligé de prendre autant de porcs dans le groupe témoin que dans le groupe qui va recevoir le complément alimentaire? Absolument pas. Mais ça, on y reviendra. Bon, simplement, j'ai décidé ici de prendre des échantillons de même taille, mais c'est un choix, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Et puis, vous êtes habitué avec les échantillons, on va pouvoir calculer dans chacun des cas la moyenne et l'écart type corrigé, donc non biaisé. Je vous laisse faire le calcul, si vous êtes courageux. Excel ou RStudio peuvent vous donner ça immédiatement. Le premier échantillon a une moyenne donc de prise de poids ici de 4,57 kg, tandis que le deuxième échantillon n'a pris en moyenne que 3,33 kg. Au niveau des écarts types, vous avez 0,71 kg pour le premier échantillon et 0,68 kg pour le deuxième échantillon. Et là, si on est particulièrement naïf, on pourrait se dire « Ah la moyenne de ceux qui ont pris le complément alimentaire est supérieure à la moyenne de ceux qui n'en ont pas pris. Donc, le complément alimentaire est efficace. » Croyez-vous vraiment? Parce que regardez, voilà ce qui peut se représenter ici. En vert foncé, je vous ai mis l'échantillon numéro 1, c'est-à-dire ceux qui ont pris le complément alimentaire, et en vert plus clair, ceux qui n'ont pas pris le complément alimentaire. Et en fait, je vous ai mis ce cas de figure qui peut se présenter. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement. Je n'ai pas encore fait entrer mon test d'hypothèse en action. Mais en tout cas, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'il ne faut pas aller de manière trop rapide aux conclusions naïves. Donc la conclusion naïve, c'est que le complément alimentaire fonctionne. Alors peut-être oui, mais peut-être que non plus. Pour le moment, je n'en sais rien du tout. Parce que ce cas de figure peut se présenter. N'oubliez pas que les échantillons, ils sont tirés au sort, sur des individus qui sont tirés au sort. Donc ici, les porcs ont été tirés au sort. C'est le hasard qui a décidé des porcs qui allaient recevoir un complément, et c'est le hasard qui a décidé aussi des porcs qui n'allaient pas recevoir ce complément. Imaginez que le hasard vous joue des tours. Ça n'est pas le cas le plus fréquent, mais ça arrive. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, imaginez que le hasard vous ait fait tirer dans l'échantillon numéro 1, c'est-à-dire ceux qui allaient recevoir le complément alimentaire, les cochons qui avaient justement une grosse tendance à grossir.
Ça peut arriver chez les êtres humains aussi. Il y en a qui grossissent en regardant une feuille de laitue et il y en a qui mangent 3 hamburgers sans prendre 1 gramme. Ben, c'est pareil pour les porcs. Peut-être qu'une main malheureuse vous a fait sélectionner, pour tester votre complément alimentaire, les porcs qui ont une tendance naturelle à engraisser davantage. Tandis que cette même main malheureuse vous avait sélectionné les 30 porcs qui ne prenaient pas de complément alimentaire et ces 30 porcs-là avaient une tendance à moins grossir, une tendance naturelle, complément ou pas complément. Donc, en fait, il n'y a aucune différence par rapport au complément. Que vous ayez donné le complément ou non, vous auriez eu ça. Il n'y a aucune efficacité prouvée du complément alimentaire. Donc, je vous ai mis la population ici qui, dans ce cas précis, puisque la main a été malheureuse, il n'y a pas d'efficacité du complément alimentaire, les deux échantillons en fait appartiennent à la même population. Alors, je vous ai mis ici centré sur 4 et d'écart type 0,72. Bon, ça c'est un choix de ma part, hein. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est le hasard qui vous avait choisir finalement des porcs qui engraissaient davantage de manière tout à fait naturelle. Vous n'auriez pas donné le complément, vous auriez eu une prise de poids supérieure également pour ces porcs-là. Et vous allez conclure de manière assez malheureuse à l'efficacité de ce médicament-là. Donc, attention à ça. Mais il se peut aussi, et pour le moment je n'en sais rien du tout, que les deux échantillons appartiennent à des populations différentes. Et donc, ça signalerait en fait une efficacité du médicament. Vous voyez donc le premier échantillon en vert foncé serait issu d'une population ici de moyenne 5, prise de poids 5 kg en moyenne, tandis que le deuxième échantillon, celui qui n'a pas pris de complément alimentaire, serait issu d'une population qui serait centrée ici, donc avec une prise de poids moyenne de 4 kg. Et donc là, vous avez une efficacité du complément alimentaire. Ce n'est pas une main heureuse ou malheureuse qui vous a donné une différence de moyenne au niveau des échantillons. Faites attention à ça et c'est l'objectif des tests d'hypothèse. C'est de vous dire attention, vous avez une certaine conclusion vis-à-vis de vos échantillons, à savoir que l'échantillon qui a pris le complément a une prise de poids supérieure à l'échantillon qui n'a pas pris le complément. Ça ne veut pas dire pour le moment que c'est vrai, cette prise de poids supplémentaire au niveau de la population. C'est-à-dire que si vous aviez donné non pas à 30 cochons, mais à des milliers, voire des millions de cochons le complément alimentaire, effectivement, tous auraient eu une prise de poids supplémentaire par rapport à la population de milliers ou de millions de porcs qui n'auraient pas pris ce complément alimentaire. Donc attention toujours à l'extrapolation. Elle est dangereuse et c'est pour ça qu'on utilise les tests d'hypothèse. C'est pour éviter d'avoir des conclusions hâtives au niveau des échantillons et pour pouvoir les extrapoler correctement au niveau de la ou des populations. Parce que pour le moment, on ne sait pas s'il y en a une ou s'il y en a deux. En général, un test d'hypothèse, j'aurais pu mettre S à hypothèse, est basé sur deux hypothèses. En fait, une hypothèse et sa contradiction, son alternative. L'hypothèse de départ, elle est notée H0. Alors, il va falloir l'écrire en fonction de votre sujet d'étude, mais ici, clairement, ça veut dire que les prises de poids moyens au niveau des populations sont égales. Autrement dit, le complément alimentaire n'a absolument pas d'effet. Donc, c'est une fausse indication que vous voyez sur vos échantillons. Il faut pouvoir extrapoler au niveau de la population et c'est ce que fait l'hypothèse H0. Elle vous dit la prise de poids de ceux qui ont pris le complément est égale à la prise de poids de ceux qui n'ont pas pris le complément. Et ça au niveau des populations. Donc, c'est finalement la même population.
C'est le premier schéma que je vous ai montré. Et ça, c'est par rapport à notre hypothèse de départ, qui est l'hypothèse H0. C'est vous qui écrivez l'hypothèse H0. Elle va dans le sens d'une égalité. Et puis, il y a sa contradiction, qui est l'hypothèse alternative H1. Et si vous avez une égalité au niveau de H0, eh bien vous avez quelque chose qui contredit l'égalité au niveau de H1. Alors, on peut contredire l'égalité de deux façons différentes. Soit on fait un test bilatéral et on demande alors tout simplement une différence. Donc cette fois-ci, il y a deux populations, ça traduit l'efficacité de votre complément alimentaire. Les porcs qui sont engraissés par le complément alimentaire sont issus d'une population qui, si elle avait eu ce complément alimentaire-là, aurait aussi eu une prise de poids supplémentaire. Bilatéral, donc la différence. Et puis le H1 unilatéral, ça veut dire qu'on va sélectionner un sens ou l'autre. Donc, puisque ça doit être différent, soit c'est la première moyenne qui est supérieure à la deuxième, soit c'est le contraire. Alors, tout dépendra évidemment de votre sujet ici. Ici, l'échantillon numéro 1, donc issu de la population numéro 1, donc sa moyenne c'est mu1, est en train de tester le complément alimentaire. Vous êtes donc en train d'espérer, à voir si c'est vrai, que la moyenne mu1 sera supérieure à la moyenne mu2. Mais si vous testez autre chose, vous allez peut-être pouvoir espérer que mu1 soit inférieur à mu2. Hein. Si vous testez un régime minceur, forcément vous allez pouvoir espérer avoir une diminution de poids. Mais non, donc ici on est en train d'engraisser des porcs et donc l'hypothèse unilatérale serait mu1 supérieur à mu2, c'est-à-dire l'efficacité ici du médicament. Alors, on verra ce que ça implique quand on moulinera réellement le test d'hypothèse, mais retenez simplement ceci pour le moment. Il y a une hypothèse H0 qui traduit une égalité, et puis il y a l'hypothèse H1 qui contredit l'hypothèse H0. Alors, soit elle le contredit dans un sens ou dans l'autre, c'est le test unilatéral, soit elle contredit l'hypothèse H0 dans les deux sens, et là, c'est le test bilatéral. Attention à ça, les tests d'hypothèse, c'est une extrapolation à la population, c'est-à-dire que ce que vous constatez sur des échantillons peut-il être vrai en général au niveau de la population. On sait que l'extrapolation est dangereuse et source d'erreurs. Eh bien ici, il y en a de deux types. Parce que dans la vraie vie, vous allez pouvoir avoir deux possibilités. Soit H0 est vrai, soit H1 est vrai, puisque ce sont deux hypothèses qui se contredisent, l'une ou l'autre est vraie. Dans la vraie vie, mais vous ne saurez pas évidemment ce qui se passe dans la vraie vie. Et puis il y a la décision que vous allez prendre, à savoir de rejeter H0 ou de ne pas le rejeter. Et là déjà, je vous mets en garde. C'est un non-rejet, ce qui n'est pas synonyme d'une acceptation. En fait, on ne pourra jamais accepter l'hypothèse H0. Donc attention, j'insiste. Soit on rejette H0, et dans ce cas-là, H1 est accepté. Donc il y a quand même une acceptation, mais à condition d'avoir rejeté H0. Soit on ne rejette pas H0, mais on ne peut pas l'accepter. Donc attention, l'acceptation, elle ne porte que sur H1. Et elle n'intervient que si H0 est rejeté. H0, lui, ne sera jamais accepté. Donc faites attention à ça. Mais revenons ici à mon tableau. Soit je ne rejette pas H0 et H0 est vrai. Finalement, je suis dans une situation assez confortable. Je ne fais pas d'erreur. Ou bien je rejette H0 et H1 est vrai. Donc, si je rejette H0, ça veut dire que j'accepte H1 et H1 est vrai. C'est encore mieux, là c'est parfait. Oui, mais il y a les deux autres possibilités. Si vous rejetez H0 et que H0 est vrai,
c'est un petit peu problématique. Et ça s'appelle une erreur de première espèce. Tandis que si vous ne rejetez pas H0, vous ne l'acceptez pas non plus, vous ne pouvez pas conclure en fait, et H1 est vrai. Oui, mais vous n'avez pas conclu à l'acceptation de H1 dans ce cas-là. Donc là aussi c'est problématique, et ça s'appelle une erreur de deuxième espèce. Donc il y a deux types d'erreurs possibles ici, et on va un petit peu disséquer ces deux types d'erreurs possibles dans les tests d'hypothèse. D'abord, l'erreur de première espèce. Soyons clairs, H0 est vrai, mais on le rejette. Ça veut dire qu'on affirme une différence, puisqu'on rejette H0 qui est synonyme d'égalité. H0 est synonyme d'égalité. Rappelez-vous, mu1 est égal à mu2. C'est ça H0. Et ici, puisqu'on rejette, ça veut dire qu'on va accepter H1, à savoir que mu1 est différent de mu2. Donc, on affirme une différence, alors qu'elle n'existe pas dans la réalité, puisque nous sommes dans la vraie vie avec H0 qui est vrai. Autrement dit, puisqu'on va affirmer la différence de prise de poids, on va conclure à l'efficacité du complément alimentaire. Oui, mais dans la vraie vie, H0 est vrai. Ce qui veut dire que ce complément-là n'est absolument pas efficace. Donc c'est ça qui va se passer dans cette erreur de première espèce. Vous allez conclure à tort à l'efficacité du complément alimentaire. Alors, ce n'est pas encore trop grave quand il s'agit d'engraisser les porcs, parce qu'on peut encore leur jeter du maïs et autre chose pour qu'ils engraissent naturellement, mais imaginez qu'on teste un vaccin. Vous allez alors conclure à tort à l'efficacité du vaccin. Autant dire que cette erreur de première espèce est particulièrement dangereuse. Et cette erreur-là, il va falloir la fixer dès le départ. Donc c'est un choix que vous faites, et le choix, ça ne va pas vous surprendre puisque depuis le début de ces capsules, je vous parle de ça. Le choix de cette probabilité d'avoir cette erreur de première espèce sera fixé à 5%. C'est ce qu'on appelle le niveau ou le seuil du test. Et en général, on note ça par les lettres alpha. Donc ça, c'est un choix que vous faites au départ. Vous tolérez ici une probabilité de 5% par rapport à l'erreur de première espèce. C'est-à-dire que dans une fois sur 20, vous allez conclure à tort à l'efficacité du complément alimentaire si c'est le complément alimentaire que vous testez. Si c'est un vaccin, une fois sur 20, vous allez conclure à tort à l'efficacité du vaccin. Alors bien sûr, il y a moyen encore de diminuer ici le niveau ou seuil du test. Vous pouvez fixer alpha à 1%. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire si ce que vous testez est dangereux. Ici, le complément alimentaire, ma foi, même s'il ne fonctionne pas, les porcs ne sont pas vraiment en danger. Et donc, on peut choisir ça comme étant égal à 5%. Donc, attention à cette erreur de première espèce, elle peut être dangereuse. Et en tout cas, elle ne mènera jamais à une preuve statistique. Ne croyez pas les gens quand ils vous disent « il est prouvé statistiquement que non ». Il y a toujours une erreur de première espèce que vous ne pouvez pas malheureusement éliminer. Alors, l'erreur de deuxième espèce, elle. Voyons ce qu'il en est. Vous ne rejetez pas H0, ce qui ne veut pas dire que vous ne l'acceptez, pas plus que vous n'acceptez H1. En fait, vous n'avez aucune conclusion, alors que finalement, H1 est vrai. Ce qui veut dire que vous ne détectez pas une différence qui existe dans la réalité. Donc, H1 qui est vrai, ça veut dire que mu1 différent de mu2 est vrai. Et ça, c'est vrai dans la réalité, en fait. Ça veut dire que votre complément alimentaire, il est efficace. Mais vous ne l'avez pas détecté. C'est comme ça. Alors là, c'est moins grave parce que ça veut dire tout simplement que vous empêchez un progrès d'émerger. Tant pis, vous ne faites pas avancer la science. Mais au moins, vous ne mettez personne en danger. Donc cette erreur de deuxième espèce, elle est moins grave. C'est pour ça que généralement, on tolère un pourcentage plus élevé. Alors je vous ai pris ici une probabilité d'avoir cette erreur de deuxième espèce comme étant choisie à 20%.
Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Parce que cette probabilité-là, elle dépend de la taille de votre échantillon. Et donc, vous pouvez la diminuer, mais à condition d'augmenter la taille de votre échantillon. Oui, c'est bien gentil, mais vous savez qu'augmenter la taille de votre échantillon, ça va vous prendre du temps, ça va vous coûter de l'argent et en général, ça n'en vaut pas la peine. On préfère, dans 20% des cas, passer à côté d'un progrès, mais avoir des tailles raisonnables d'échantillons. Donc attention à ça. Donc les tests d'hypothèse, vous allez toujours en fait tester par rapport à l'hypothèse H0, qui est une hypothèse d'égalité. Et les tests vont mouliner, on va voir ça dans la capsule suivante, et vous dire vous pouvez rejeter H0 ou vous n'avez aucune conclusion. C'est ça que ça va vous dire. Et attention, il faut toujours avoir en tête que quel que soit le résultat du test, vous pouvez avoir des erreurs. Et notamment dans le cas du rejet de H0 qui, on ne va pas se le cacher, est généralement ce qu'on attend des tests, là vous pouvez avoir cette erreur de première espèce dont la probabilité est fixée au départ, mais comme étant égale à 5% si ce n'est pas trop dangereux. Mais si vous êtes en train de tester quelque chose qui risque de tuer les gens, fixez alpha évidemment à un pourcentage bien moindre. Alors maintenant, les tests, comment vont-ils nous dire de rejeter ou de ne pas rejeter l'hypothèse nulle H0? Eh bien, en fait, ils vont calculer une probabilité qui est la fameuse p-value dont je vous avais parlé. Alors, je vous en avais parlé, mais tout en ne vous disant pas ce que c'est, maintenant, voilà, vous le savez enfin. C'est la probabilité d'avoir les résultats observés dans votre échantillon sous l'hypothèse que H0 est vrai. Et puis là, les tests vont calculer cette valeur, cette p-value. Si c'est inférieur à 5%, vous rejetez H0. Rejet de H0, vous savez que soit, effectivement, dans la vraie vie, H1 est vrai et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, soit ce n'est pas le cas et vous êtes en train de commettre une erreur de première espèce. Donc, faites attention à ça. Et puis si P est supérieur à 5%, là vous êtes dans le non-rejet de H0, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas conclure. Donc voilà comment se déroulent les tests d'hypothèse. H0, l'hypothèse nulle, qui est une hypothèse d'égalité, c'est-à-dire que dans le cas de mes tests portant sur les moyennes, finalement vous n'avez aucune efficacité de ce que vous êtes en train de tester. Et puis son hypothèse alternative, H1, qui, elle, affirme l'efficacité de ce que vous êtes en train de tester. Vous faites mouliner votre test d'hypothèse, on va voir sur quoi il est basé dans la prochaine capsule. Si vous avez une probabilité d'avoir les résultats observés dans votre échantillon qui est inférieure à 5%, vous rejetez effectivement H0, c'est-à-dire que vous avez la conclusion de l'efficacité, ou en tout cas d'un effet de ce que vous êtes en train de tester. Et puis si c'est supérieur à 5%, vous n'avez aucune conclusion valable. Donc ça, quand vous êtes supérieur à 5%, en général, on n'aime pas, parce que de toute façon, vous n'avez aucune conclusion et qu'en plus, vous risquez une erreur de deuxième espèce. Tandis que si vous rejetez H0, là, H1 est accepté. Et ma foi, si vraiment H1 est vrai, parfait. Si ça n'est pas le cas, vous êtes en train de commettre une erreur qui peut être grave. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir d'un test d'hypothèse. Et nous allons reprendre l'exemple de l'engraissement ici des porcs pour pouvoir voir si la moyenne que nous avons observée sur les échantillons peut être extrapolée à la population en calculant, donc via un test, la p-value pour voir si nous devons accepter H1 ou bien si nous ne pouvons tout simplement pas conclure. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et donc je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie finalement de cette capsule où nous allons réellement tester cette fois-ci la différence entre les moyennes.